hi baby, how are you? She replied, I'm fine, I'm fine, I'm fine. And I said, that's true. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette 8e saison déjà de foot dans nos nouveaux locaux du Média Campus. Alors comme chaque jeudi et comme chaque année, eh bien, on va commenter, analyser, décortiquer tous les jeudis à partir de 20h. Et pour cette première, eh bien, on va revenir sur le début de saison des Canaries. Après 4 matchs, Ranieri et ses hommes ont-ils réussi à vous convaincre, à vous séduire? Eh bien, on en parle dans l'émission. Et puis, bien sûr, on fera le bilan de ce mercato nantais. 7 nouveaux joueurs ont intégré l'effectif professionnel. Étaient-ce ceux que l'on attendait? Eh bien, on posera la question à nos 2 premiers invités de l'année, Olivier Quin, l'ancien Canari. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Et Pierre-Hakim Ougourny, journaliste indépendant. Bonjour Pierre-Hakim, vous avez suivi Bonjour Olivier. Ce début de saison. J'ai suivi avec attention. Ouais. Allez, la Foot saison 8, c'est parti. On commence avec vos coups de cœur, coups de gueule. On y va. Coup de cœur ou coup de gueule, Olivier? Je peux faire les deux? Allez, en fait, les deux. Ils sont liés. Coup de cœur pour l'arrivée de Neymar et derrière coup de gueule contre le Barça qui n'accepte pas que le PSG ait pu faire sauter la clause libératoire et demande à la FIFA ou à l'UEFA d'ouvrir une enquête. C'est désolant de la part d'un grand club comme ça et je ne suis pas sûr qu'en plus eux soient très clairs sur le plan financier, donc c'est décevant. Pierre-Hakim. Moi, ça rejoint un peu le coup de cœur d'Olivier. C'est le nouveau niveau de la Ligue 1 avec toutes ces stars qui arrivent, ces entraîneurs de renom comme Ranieri, comme Bielsa, etc. Même le nouveau de Saint-Etienne, Oscar Garcia. Donc c'est un coup de cœur pour la nouvelle Ligue 1 et le niveau prometteur qui s'annonce cette saison. Allez, avant de parler justement de cette Ligue 1 et du début de championnat pour les Canaries, je vous propose de faire le point sur le mercato du FC Nantes. Messieurs, rappelez-vous, ça avait plutôt bien commencé avec, regardez ces images, l'arrivée de Claudio Ranieri courant juin pour remplacer Sergio Conceição. Vous avez été surpris de voir un entraîneur de renom comme Claudio Ranieri choisir le FC Nantes. Alors même si le FC Nantes a été un grand club, il faut bien se rappeler que ces dernières années, il est un peu moins. Il n'était pas au top, quoi. Olivier. Surpris non, parce qu'après Conceição, il fallait un nom. C'était clair, on ne pouvait pas choisir un entraîneur lambda et le fait que le président Kita soit allé chercher Ranieri ne m'a pas surpris. Après, c'est l'inverse. C'est surprenant que Ranieri, effectivement, vienne à Nantes. Est-ce qu'il avait d'autres choix? Ça, on ne le sait pas. Maintenant, ce monsieur, il lui faut une équipe, il lui faut des joueurs et c'est le plus difficile pour lui. Mais comme je rejoins Pierre-Hakim, pour la Ligue 1, pour Nantes, d'avoir un entraîneur de ce renom-là, c'est top. Pour Nantes, c'était un vrai coup de com' de la part de Valdemar Kita de faire venir Claudio Ranieri. J'ai l'impression que c'est vraiment un coup de com' parce que, comme l'a dit Olivier, Ranieri, c'est un bon entraîneur, mais c'est pas non plus un magicien. Il a besoin d'une certaine équipe pour réussir à obtenir des résultats. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence de standing et de niveau entre l'entraîneur et les joueurs qui sont aujourd'hui au FC Nantes. Quelle image vous aviez l'un et l'autre de Claudio Ranieri avant qu'il n'arrive au FC Nantes? On le verra tout à l'heure, c'est 12 clubs, Claudio Ranieri, depuis 1989, Olivier. La classe à l'italienne, un mister comme il l'appelle. Après, effectivement, il n'a pas eu de très très bons résultats partout où il est passé, sauf à Leicester où il a été champion. À Monaco, il les a fait revenir en Ligue 1, mais il n'a pas le palmarès qu'il pourrait avoir avec les clubs qu'il a fréquentés. Donc maintenant, avoir des trophées à Nantes pour lui sur une fin de carrière, il ne faut pas oublier qu'il est en fin de carrière, je pense que ce sera compliqué. Le président nantais, Valdemar Kita, qui nous avait dit « Je veux remplacer Sergio Conceição par un entraîneur du même type, c'est-à-dire aussi jeune, ancien joueur également ». Mais Ranieri, ça ne se refuse pas, c'est ça? Ouais, ça se refuse pas. Et il l'avait dit lors de la conférence de présentation qu'il voulait absolument remplacer Conceição par quelqu'un de meilleur. Et il avait insisté sur le terme meilleur. Donc aujourd'hui, Ranieri est meilleur que Conceição au vu de sa carrière et de son expérience. Mais c'est pas dit que le constat soit le même dans 10 ans, par exemple. 66 ans, c'est l'âge de Claudio Ranieri. C'est pas un frein quand on sait que, et le président Kita le répète, il veut construire quelque chose ici à Nantes, Olivier? Je ne suis pas certain qu'il fasse 5 ou 6 ans sur le banc nantais. Effectivement, il s'approche de la fin de sa carrière. Et c'est compliqué de mettre des choses en place sur la durée, d'avoir de la stabilité. Maintenant, si ça se passe bien pour lui, je pense qu'il sera amené à rester ici 2 ou 3 ans.
Alors regardez, Claudio Ranieri justement, c'est 12 clubs, on le disait, depuis 1989, et des clubs prestigieux, l'AS Roma, Chelsea, la Juventus ou l'Inter de Milan, 2 fois vainqueur de coupe nationale en Espagne et en Italie, mais surtout son fait d'armes, c'est en 2016, ce titre de champion contre toute attente devant les gros cylindrés du championnat anglais avec Leicester. Pourquoi dit-on d'ailleurs que c'est un grand entraîneur? Quand on regarde le palmarès, il n'est pas si fourni que ça finalement, Pierre Hakim. Non, mais après moi je pense que les gens ont en mémoire ce qu'il a réalisé en dernier. Par exemple, s'il avait réalisé un exploit du type Leicester il y a une quinzaine d'années, je dis pas que les gens l'auraient oublié, mais ça aurait une moins forte place dans l'image que Ranieri a dans la tête des gens. Et là, vu que c'est son dernier exploit et son seul, on va dire, parce que juste avant Leicester, il prend la Grèce. Ouais. Et ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Il perd 2 fois contre les îles Féroé. Donc, je vois comment les Français sont traités après un 0-0 contre le Luxembourg. Alors, j'imagine pas après une défaite face aux îles Féroé. Donc, ouais, Ranieri. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça reste quand même un très bon entraîneur. Pourquoi, Olivier? Pourquoi on dit que c'est un... entraîneur, c'est être capable de faire progresser des joueurs moyens et d'avoir des titres avec ces joueurs-là. Et bah, c'est Leicester. C'est Leicester qui reflète bien ça. C'est ce qu'on va lui demander de faire à Nantes. Le recrutement, ce sont sur des joueurs, alors pas exceptionnels, des bons joueurs, mais pas de grands joueurs. Et ce sera à lui de les faire progresser pour aller chercher des titres. Et c'est ça le plus compliqué pour un entraîneur. On va en reparler justement de ce mercato nantais dans un instant, mais est-ce qu'il peut réussir justement ce qu'il a fait à Leicester avec une équipe comme le FC Nantes, Olivier? Non, très clairement non, puisqu'il y a 2 équipes qui se détachent de ce championnat. C'est Monaco qui est sur sa lancée de la saison précédente, et puis surtout le Paris Saint-Germain qui a fait un recrutement de folie avec Neymar et Mbappé. Et je ne vois pas le FC Nantes champion en fin de saison. On va lui demander d'essayer de finir le plus haut possible et d'intégrer pourquoi pas le top 10. Mais vu la concurrence qu'il y a, ce sera compliqué pour lui. C'est facile parce que Valdemar Kita disait chez nos confrères de Ouest France, c'est lui qui fixe les objectifs finalement. C'est Claudio Ranieri. Je pense que Claudio Ranieri connaît mieux que son président la valeur de son effectif. Il les voit au quotidien, il connaît très bien le football. Et s'il a des doutes sur la réussite de certains objectifs, je pense qu'il le dira. Là, par exemple, il a dit qu'il n'était pas forcément content du mercato. Ça veut dire qu'il attendait peut-être à certains postes des recrues plus importantes. On attend de voir comment ça va se passer avec les nouvelles recrues. Et vous, justement, avec l'arrivée de Ranieri, est-ce que vous vous êtes dit il va y avoir des grands noms, c'est obligé? On y pensait tous forcément un petit peu. Effectivement, avec son expérience, je pense qu'il aurait pu être capable d'attirer de grands joueurs. Qui dit grand joueur dit moyens financiers, et je pense que... En fait, Valdemar Kita a tout mis sur Claudio Ranieri, c'est l'idée en fait. Je pense que c'est ça, qu'il lui restait pas grand chose, et que derrière, pour attirer des grands joueurs, il n'a pas pu. On pense à Snyder, même si apparemment Ranieri aurait dit non. Ça reste un grand joueur avec un grand salaire, et malheureusement, il n'a pas pu venir à Nantes. Alors finalement, Nantes a été actif sur le marché des transferts un peu tard, au mois d'août. Beaucoup de gens se sont posé la question. On voyait les joueurs partir et peu arriver. Est-ce que c'était pas un peu tard, justement, Pierre Hakim? Je suis pour que l'équipe, ou en tout cas l'ossature de l'équipe, soit faite avant le début de saison. Pour pouvoir commencer la saison de la meilleure des façons. Là, on a vu que face à Lille, c'était vraiment c'était un peu le bazar au niveau de l'équipe. Maintenant, elle est faite. Il y a déjà 4 journées. Ouais. Ranieri a dit que son équipe ne serait prête que début octobre. Donc, ça fait presque 2 mois de balancer et c'est énorme dans une saison. Il faut se souvenir aussi que la saison dernière, le recrutement avait été fait très très tôt, et ça n'a pas empêché les Nantais de limoger Girard très rapidement. Fallait trouver le juste milieu. Fallait trouver le juste milieu, mais je pense que sans directeur sportif, sans cellule de recrutement, on ne sait pas trop où on va, et c'est difficile de recruter des bons joueurs. Donc vous attendez le dernier moment pour voir ce qui reste comme joueur, malheureusement. C'est souvent là qu'on fait les bons coups aussi, en fin de mercato. Olivier, à votre époque, c'était ça? Non, c'était fait bien avant. Le mercato, pour moi, est trop long. Il devrait être arrêté avant le début du championnat, parce que là, effectivement, ça traîne en longueur. Et pour Ranieri, de mettre des choses en place, ça va prendre encore plus de temps. Effectivement, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt début octobre. Ça peut prendre plus de temps. Alors, regardez justement les mouvements durant cet été avec les arrivées de Tatarusanu, d'Awaziem, de Palois, d'El Ganassi, de Giroto, de Kayembe, de Koulibaly. Ça, ce sont les arrivées. Et les départs, Ryu, Gillet, Harid, Viscarando, Stepinski, Pardo et Oliveira qui sont retournés dans leur club respectif.
Avant de parler des arrivées, est-ce que vous regrettez des départs côté nantais? On sait que l'histoire entre Rémi Rioux notamment et le FC Nantes s'est terminée un peu en eau de boudin. Olivier? Ouais, il faut lui rendre hommage à Rémi parce qu'il a tout fait pour sauver le club. C'est lui qui est allé parler aux supporters. Je me souviens après le match de Guingamp la saison passée, il a toujours été exemplaire. Et c'est vrai que moi j'aurais préféré que ça se termine autrement. C'est la dure loi du football. Après, vous ne pouvez pas retenir des joueurs contre leur gré. Si les joueurs avaient envie de partir, je pense à Harit, je pense à Gilet à un moment donné, avec peut-être un meilleur salaire, l'opportunité de jouer avec des champions. Il faut les laisser partir, c'est ce qu'a fait le club. Je vais rebondir à une petite parenthèse sur Amin Harit, qui est parti Schalke 04 dans le championnat allemand et qui a décidé visiblement d'abandonner l'équipe de France Espoir pour l'équipe du Maroc. Vous en pensez quoi, Pierre Hakim? Je pense que sur le plan sportif, c'est pas forcément une mauvaise décision puisqu'il a sans doute plus de chances de jouer avec le Maroc qu'avec l'équipe de France. Mais après, c'est au niveau du timing et au niveau de la communication que je trouve ça un peu maladroit parce que c'est juste après un match contre le Kazakhstan. De France, il joue avec le Kazakhstan, contre le Kazakhstan, il rate un penalty notamment et le lendemain c'est pour ça, non? Il fait comprendre. Non, je pense pas. Je pense que c'est une idée qui lui trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Mais je pense qu'il aurait dû être plus clair en fait sur la question et directement donner son choix. Olivier, votre avis là-dessus? Amin Harit qui tourne le dos à cette équipe de France avec laquelle il a été champion d'Europe l'année dernière. Le timing n'est pas bon, effectivement. Il aurait dû le faire avant d'aller en sélection espoir. Après, c'est un choix et ça se respecte. Je pense aussi qu'il se rend compte que peut-être d'aller rejoindre l'équipe de France A, ce sera compliqué et qu'il préfère aller tenter sa chance avec le Maroc. Mais il aurait pu, moi je pense, franchir un palier avec Schalke où il fait un bon début de saison et avoir des ambitions avec l'équipe de France. Il en a décidé autrement, ça se respecte. Alors cette semaine, chez nos confrères de Ouest France, Claudio Ranieri, et vous le disiez tout à l'heure, dit qu'il n'était pas forcément content du mercato nantais. René Girard, coach, l'an passé, en début de saison, et quasiment à la même période, en fin de mercato, avait dit sensiblement la même chose, chez nos confrères de Ouest France également. Est-ce qu'on peut comparer les deux situations entre René Girard et Claudio Ranieri, Olivier? Alors, le recrutement avait été fait plutôt avec René Girard, sauf qu'il avait demandé 2 joueurs supplémentaires à la fin du mercato qu'il n'avait pas eu. C'est pour ça que René Girard était mécontent. Ici, même si ça s'est fait. Là, Ranieri dit qu'il n'a pas eu autant de joueurs qu'il voulait. Il en voulait plus pour bonifier encore cette équipe. Donc c'est légèrement différent. La chose est que on se retrouve pratiquement dans la même situation, c'est que les Nantais ont besoin de points, que sur le plan offensif, il va falloir tout recommencer à zéro ou presque parce qu'il y a eu des arrivées et que ça prend du temps et que ça va mettre du temps à se mettre en place. C'est pour ça que quand on dit début octobre, moi j'en suis pas sûr parce que début octobre c'est dans 3 semaines et vous pouvez pas mettre des choses en place, trouver des automatismes en 3 semaines. Pierre Hakim, situation Girard-Ranieri, pour vous c'est un peu différent ce que dit Olivier? Non, je pense pas que les deux situations soient comparables. Girard avait eu ses choix. Qui avait été notamment travaillé, je crois, avec la cellule de recrutement. Je crois que Diego Carlos et Lima viennent de cette cellule de recrutement. À l'époque, William Ayache et Olivier Monterrubio. C'est ça. Et il y avait des manques, notamment au poste de sentinelle. Et Gilet ne voulait pas forcément jouer ici. Donc Ranieri avait demandé un nouveau numéro 6 et il ne l'avait pas eu. Mais il avait également obtenu Stepinski qui était son choix. Donc, qui est parti depuis. Je pense pas que les situations soient comparables. En tous les cas, c'est un vrai message par presse interposée de Claudio Ranieri pour Valdemar Kita, comme Valdemar Kita avait lancé quelques pics à son entraîneur quelques jours auparavant. Ouais, il l'a dit, il n'est pas content. Donc je pense qu'il va revoir les ambitions du club à la baisse puisqu'il n'a pas un effectif à mon sens pour aller jouer le haut de tableau. Donc ça va se situer entre la 10e et 14e place et ce serait une régression par rapport à ce qui a été fait les 6 derniers mois avec Conceição. Parlons justement de ce recrutement. Pour vous, Nantes s'est renforcé ou au contraire c'est affaibli? On revoit d'ailleurs les mouvements de l'été, les arrivées, les départs. Olivier? Les résultats apporteront la réponse. Moi, c'est difficile de se prononcer. Je ne connais pas très bien les joueurs qui arrivent, donc il faudra un petit peu de temps. Mais sur le papier, effectivement, j'ai l'impression que l'équipe ne s'est pas renforcée. Pierre Hakim, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas vraiment. C'est exactement comme Olivier. On ne peut pas juger les joueurs parce qu'on les a quasiment pas vus jouer. Mais j'ai l'impression que l'équipe s'est affaibli surtout au niveau de la profondeur de banc en fait parce qu'ils n'ont perdu que Gilet comme véritable titulaire puisque Dupé avait pris la place de Rioux et Harit jouait avec parcimonie mais
Au niveau du banc, j'ai l'impression que Nantes a perdu beaucoup et surtout a perdu beaucoup avec Conceição parce que certains joueurs n'étaient vraiment pas les mêmes avec Conceição que sous Girard ou sous Der Zakarian une année auparavant. Est-ce que ça peut pas être une chance pour les jeunes? On a vu Moutou Sami Kia d'ailleurs prolongé jusqu'en 2022, Alcibiade également dont on ne voulait plus il y a quelques saisons et puis qui revient en état de grâce ici. Ça peut être ça, Olivier? On a toujours besoin des jeunes, même s'il faut... Les jeunes formés ici. Hein. Bien sûr, effectivement, il faut les mettre petit à petit. Mais effectivement, qu'on en aura besoin. Et puis, il faut s'appuyer sur la formation. À un moment donné, quand vous mettez beaucoup d'argent sur un entraîneur, vous en avez moins pour aller chercher des joueurs à l'extérieur. Vous vous appuyez sur ceux qui sortent de formation. Alors effectivement, il y en a de moins en moins qui sortent, mais ceux qui sortent, Dubois, Harit qui est parti, commencent à trouver leur place dans cette équipe. Et c'est important de leur faire comprendre qu'on aura besoin d'eux. Alors Moutou Sami, qui a été formé à Lyon d'ailleurs. Pierre Hakim, vous les suivez, tous ces jeunes, vous suivez la réserve. Il y a encore du potentiel qui arrive derrière avec l'équipe de CFA oui, il y a encore du potentiel qui arrive. Et d'ailleurs, Pierre Aristou, il fait du très bon travail pour l'instant avec l'équipe réserve. Mais je pense que la génération qui arrive est encore un peu trop juste physiquement pour pouvoir se frotter aux joueurs de Ligue 1 qui sont un peu plus vicieux, qui sont un peu plus costauds. Donc il faut leur laisser le temps. Et prendre un peu d'expérience. Ouais, prendre de l'expérience avec l'équipe réserve avant de grimper progressivement les échelons. Mais je pense que c'est l'optique du FC Nantes qui a fait signer 9 joueurs pro cette saison, je crois, du centre de formation. Donc c'est la preuve qui compte beaucoup sur les jeunes. On va reparler dans un instant du début de saison. Un mot, messieurs, sur votre top, votre flop de début de saison chez les recrues nantaises. On va parler de Tatarusanu, forcément, le gardien. Forcément, puisqu'il a été exceptionnel sur son premier match contre Marseille. Il a tenu la baraque à 3. Effectivement, c'est une vraie plus-value dans les buts, sans dénigrer bien évidemment Dupé et Rioux. Et pour l'instant, c'est le top, oui. Le flop, Pierre Hakim, le flop, s'il y en a un. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas eu énormément de temps de jeu, mais c'est vrai que Koulibaly contre Lyon a fait 45 minutes fantomatiques. Comme son premier entraînement d'ailleurs. Ouais, mais on joue comme on s'entraîne, hein, c'est ce que dit Claudio Ranieri. C'est compliqué. Il a eu un match très difficile. On attend de voir pour juger, mais ouais, c'est pas très encourageant. Pour être complet également sur ce mercato, Diego Carlos, le défenseur nantais, a prolongé jusqu'en 2022 également. Ça fait un mois que la Ligue 1 a repris ses droits. 4 matchs plus tard, que faut-il retenir de ces 4 premières sorties pour les Canaries? On voit ça avec Jean Annex. La saison des Canaries a commencé par une gifle. À Lille, le FC Nantes a tenu une mi-temps avant de craquer sur cette belle frappe de Junior Alonso. Depréville sur pénalty, puis El Ghazi enfonce les joueurs de Claudio Ranieri. 3-0, score final. Une semaine plus tard, pour la première à domicile, c'est Marseille qui se présente à la Beaujoire. Le match est âpre. Nantes va y laisser des plumes avec les blessures de Rongier, Kacaniklic et Diego Carlos. Et pour couronner le tout, c'est Marseille qui arrache la victoire sur ce but pas très joli mais décisif d'Ocampos. Deuxième défaite de rang pour le FCN. Mais il va relever la tête lors de la 3e journée à 3. Les Canaries décrochent leur première victoire de la saison grâce à Emiliano Sala. Le 25 août dernier, deuxième gros test avec la réception de Lyon. Malgré la domination des Rhodaniens, Nantes tient bon et glane un point juste avant la trêve internationale. Alors regardez les résultats de cette 4e journée de Ligue 1 avec les chocs entre le Paris et Saint-Germain et Saint-Etienne. La large victoire de Paris face à Saint-Etienne 3-0 et celle de Monaco qui a étrillé Marseille 6-1 au classement. Voilà ce que ça nous donne. Après 4 journées, Paris et Monaco sont en tête avec 12 points. On prend les mêmes et on recommence. Saint-Etienne avec 9 points et Lyon et Bordeaux 8 points suivent juste derrière. Nantes est 4e avec 4 points et 15e. Amiens est 18e et barragiste. Rennes et Metz sont relégables. 2 championnats se dessinent clairement. Olivier, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Hein. Ceux qui vont jouer le titre et les places européennes, et puis ceux qui vont jouer le maintien, il y en aura beaucoup. Des équipes sont déjà en difficulté. Je pense à Metz, je pense à Rennes qui a recruté. Mais ça, c'est la grosse surprise Rennes. Hein. Qui a des ambitions et pour l'instant la mayonnaise ne prend pas. Et puis Nantes qui va se situer entre les deux. Il va falloir vite prendre des points quand même pour se rassurer. Surtout que cette équipe va avoir des matchs
à sa portée. Je pense à Montpellier, je pense à Caen derrière, mais qui jouent dans la même cour. Donc il faudra prendre des points sur ces matchs-là. Hâte de voir aussi ce week-end l'association vraisemblable entre Neymar et Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, parce que c'est la question aussi. Est-ce que les deux joueurs sont compatibles? Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Pierre Hakim. Forcément, on aime tous le foot, donc on aime ce genre d'association. Et je pense qu'avec le talent de ces deux joueurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas entre eux. Alors de son côté, le FC Nantes, on l'a dit, est 15e et non 4e avec 4 points après 4 journées. Globalement, quel bilan on peut tirer de ces 4 premières journées, de ce premier mois de compétition, Olivier? À part le match à Lille, je pense que cette équipe, elle peut être solide. La patte Ranieri, la culture à l'italienne de savoir bien défendre, d'aller chercher des 0-0 à l'extérieur, d'être solide. Après, elle aura encore de grandes difficultés, à mon avis, sur le plan offensif. Un but en 4 matchs, c'est trop peu pour gagner des matchs. Ça a suffi pour gagner à 3, mais ça ne suffira pas contre d'autres équipes. On l'a vu contre Marseille, on l'a vu contre Lyon. Ils se sont créés des occasions, mais ils n'ont pas encore été assez efficaces. Et c'est vraiment un point à travailler, parce que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et on sait très bien que les Nantais ont toujours des difficultés depuis quelques années, même si ça a été mieux avec Conceição pendant 6 mois. Alors on a titré « Ça aurait pu être pire » ce début de saison, parce qu'il faut se rappeler que Nantes a joué Lyon, Nantes a joué Marseille, Nantes est allé à Lille. Finalement, Pierre Hakim, Nantes a limité les dégâts. Où valait mieux rencontrer ces équipes-là en début de saison, justement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de changements, que les équipes se cherchent un petit peu? Je pense qu'il y a deux lectures de ce début de saison, parce qu'on peut estimer que avoir 4 points après avoir rencontré ces équipes-là, c'est satisfaisant. Mais après, on peut mettre de côté le match à 3 et se dire que Nantes n'a pris qu'un point face à ces équipes-là, et surtout ils n'ont pas marqué. Donc c'est difficile d'être totalement satisfait, et surtout que, comme l'a dit Olivier, l'attaque reste le gros chantier, et c'est un peu inquiétant. Olivier. Quand on voit le parcours de Lille, Lille n'a réussi qu'un match depuis le début de saison, c'est contre Nantes. Marseille, quand ils sont venus, ils n'avaient qu'un objectif, c'était de se qualifier pour les poules de Ligue Europa, et je pense qu'il y avait mieux à faire. Lyon a dominé, et je pense aurait mérité de l'emporter quand même. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quelques regrets sur ces matchs-là, mais je ne pense pas que Nantes pouvait mieux faire. Nantes 15e après 4 journées. Alors, pas tirer de plan sur la comète, mais Nantes est à sa place à l'heure actuelle. Ce que dit Claudio Ranieri, il va falloir me laisser du temps pour que la mayonnaise prenne, pour que tous ces nouveaux joueurs s'adaptent aussi à son système de jeu et au championnat français. Oui, évidemment qu'ils sont à leur place, et que ça va prendre du temps pour se mettre en place, effectivement. Alors s'ils pouvaient prendre des points rapidement, ça l'aiderait à travailler dans la sérénité, et ça calmerait un petit peu tout le monde autour du club, mais ce sera compliqué. Après, il y a quand même des équipes qui sont en plus grande difficulté et qui risquent de souffrir aussi. Maintenant, il va falloir effectivement prendre des points, se rassurer pour pouvoir travailler tranquillement. Pierre Hakim. Oui, je pense que Nantes a tout à fait les moyens de lutter de battre ces équipes de bas de tableau, comme on a vu face à 3. Mais après, je pense que il va avoir un gros besoin de stabilité, et c'est face aux équipes du ventre mou qu'on va voir ce que vaut vraiment le FC Nantes, parce que je pense qu'ils sont supérieurs à tout ce qui est Amiens, Metz, même Caen, on le verra. Amiens qui a réussi à battre Nice quand même 3-0. Mais Nice est un peu en perdition. Nice a même perdu face à 3. Et quand on voit la performance qu'a réalisé 3 face à Nantes, c'est presque inquiétant pour Nice. Regardez ces chiffres justement depuis le début de saison. 4 matchs, 2 défaites, 1 nul, 1 victoire, 4 buts encaissés, 1 seul de marqué. Et ce but, on va le voir, c'est celui d'Emiliano Sala en toute fin de partie face à 3. Emiliano Sala qui a été courtisé, et notamment par le Lokomotiv Moscou, qui en demandait 7 millions, qui est resté finalement à Nantes. Ça peut être le bon déclencheur pour Nantes. En tous les cas, il a bien terminé la saison dernière, il recommence bien cette saison. Il est en confiance par rapport effectivement à ce qu'il a fait sur les 6 derniers mois. Il a marqué quand même pas mal de buts. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, parce que c'est quelqu'un qui va se bouger, qui va défendre, qui va se battre et qui va mouiller le maillot, et ça c'est important. Il aura toujours ses lacunes devant le but, il lui faudra beaucoup d'occasions pour marquer, mais au moins il marque, il se crée des occasions, et puis il en crée pour les autres. Donc effectivement c'est un point de fixation et un pion intéressant dans l'échiquier de Ranieri. Alors on va revenir, c'est ce que vous disiez Olivier, sur l'éternel problème offensif des Canaries ces dernières années. Est-ce que Koulibaly
même si ça a été compliqué sur les 45 premières minutes face à Lyon. Peut-être celui-là, ou est-ce que il risque de se télescoper parce que c'est un peu le même profil que Salah finalement. Exactement. J'ai l'impression que c'est le même joueur que Salah. C'est un problème qu'on avait déjà souligné les années précédentes avec Stepinski et Salah qui se ressemblaient énormément, avec Sigthorsson quand il est arrivé qui ressemblait également à Salah. Même Bamou, c'est des joueurs assez grands qui sont pas très mobiles. Et justement, Salah avait été très complémentaire avec Nakoulma. Nakoulma a eu des envies de départ. Ouais. Le mercato ferme demain en Turquie. Donc je pense que si Nantes arrive à le garder jusqu'à demain et arrive à le remobiliser, et, il peut faire quelque chose de pas mal avec Salah. Il reste une petite dernière minute. Nantes va à Montpellier ce week-end et je voulais en glisser 2 mots. Ça sera les retrouvailles Valdemar Kita, Michel Derzakarian. En un mot, ça risque de faire des étincelles ou pas du tout? Ou c'est oublié, Olivier? Entre gens intelligents, je ne pense pas. Michel a dit qu'il ne savait pas s'il serrerait la main du président Kita. Maintenant, c'est sa décision, mais il n'y aura pas d'étincelle. 20h, stade de la Mosson, pour la 5e journée de Ligue 1 Montpellier-Nantes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Désolé pour tout ce qui est passé derrière, mais on s'installe ici au Média Campus. On se retrouve d'ailleurs même endroit, même heure, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fou de Foot. Merci à Sam, à Glenn et à Eric, ainsi qu'à Dany et à Jean qui m'ont aidé à préparer cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et telenantes.com. Salut à tous.